Nous sommes avec Bertrand Tessier pour Belmondo, l'incorrigible, et vous dites, au dos de ce livre, on a tous un Belmondo dans notre imaginaire, car on a tous une jeunesse. Vous l'avez rencontré une fois, deux fois, plusieurs fois? Écoutez, on a passé une semaine ensemble, pour tout vous dire, à Cuba il y a quelques années, sur un tournage. Et moi, on m'avait toujours dit, Jean-Paul Belmondo, il est tout à fait inaccessible. Son attaché de presse, pendant des années, n'avait cessé de l'écarter des journalistes, de dire une rencontre avec, une interview avec Belmondo, ça doit être aussi rare qu'un tête-à-tête avec le général de Gaulle. C'était quoi l'idée de la starification? Oui, c'était l'idée que Belmondo était une superstar et qu'il ne pouvait pas faire de promo comme les autres stars. Donc il faisait une émission de Michel Drucker, en gros, tous les 2 ou 3 films, et c'était tout. Et le miracle a voulu que j'ai été invité sur le tournage d'Amazon à Cuba. Et en fait, je suis resté une semaine. Et au fil des jours, les liens se sont créés, on s'est beaucoup parlé, on a fait une très longue interview où il évoquait ce qu'il était, sa carrière, ses rencontres. Donc ça a servi de matrice au livre. Mais ce que j'ai voulu faire, c'était surtout revisiter sa carrière, sa vie, et la resituer par rapport à l'époque, parce que je pense que le cinéma populaire est toujours révélateur d'une époque. Jean-Paul Belmondo, c'était des millions d'entrées à chacun de ses films. Ah, c'est formidable, c'est-à-dire que pendant de 70 à 85, chaque film, c'est plus de 2 millions de spectateurs. Mais à chaque fois, c'est-à-dire que les gens vont voir un Belmondo. On adhérait au personnage. Ah oui, mais on adhère au personnage. J'ai fait partie de ces gens qui allaient voir le dernier Belmondo. Oui, il y a une osmose entre le personnage et l'homme, c'est-à-dire cette espèce de nonchalance, de décontraction, d'humour permanent, cette manière de ne pas se prendre au sérieux, cette manière aussi d'exister de manière très physique. Et on le retrouve de film en film. Et d'ailleurs, il y a une chose qui est tout à fait formidable, c'est que pendant toute cette période, toutes les affiches ont le même... le mot Belmondo est écrit dans les mêmes caractères. C'est devenu un logo. C'est une marque. C'est une marque. Et est-ce qu'il n'a pas renoncé en s'engageant sur ces films et uniquement sur ce type de film-là, à une certaine carrière cinématographique? Dans les années 60, quand il démarre, il travaille avec les plus grands réalisateurs, il travaille avec Godard, il fait des chefs-d'œuvre. Jean-Pierre Mézil, avec Philippe de Broca, il tourne en Italie. Et après, finalement, c'est lui, producteur, qui commande un réalisateur qui peut avoir des qualités, mais qui n'a pas forcément un grand talent. Est-ce qu'il s'est pas enfermé? Quand on revoit les films aujourd'hui, ils sont de bien meilleure qualité qu'on ne veut le dire. Moi, je trouve que ce sont des films extrêmement professionnels, en tout cas, pour reprendre le titre d'un de ces films. C'est des films qui fonctionnent bien. C'est des films qui sont taillés à son personnage. Et qui datent un peu, quand même. Oui, mais qui ont un charme, parce qu'il y a ce mélange d'action, d'humour et de cascade. Il y a beaucoup de cascades, mais en fait... Oui, on pourrait toujours dire qu'il aurait pu faire autre chose. Le truc, c'est qu'il avait envie de faire des cascades à ce moment-là. Il n'a pas fait des cascades parce qu'il était forcé de les faire. Il les faisait parce qu'il prenait plaisir à les faire. C'est ça la clé de Jean-Paul Belmondo. Il y a un chapitre du livre où finalement je recense tous les films qu'il n'a pas fait. C'est-à-dire les films qu'on lui a proposés. Les films qu'il a refusés. Qu'est-ce qu'il a refusé? Il en a refusé quelques-uns dont on pourrait regretter qu'il ne les ait pas faits. Il a refusé par exemple le dernier Tango à Paris. Mais si vous regardez tous les films de Belmondo, je crois qu'on le voit rarement. La seule fois où on voit vraiment son corps en entier, si je puis dire, c'est sur l'affiche du Guignolo où il est avec le fameux caleçon en pois. Mais on n'en voit jamais plus. Et il était dérangé parce que c'est quelqu'un d'extrêmement pudique dans son corps, dans son esprit. C'est pas quelqu'un qui se livre beaucoup. Et donc c'est vrai qu'il n'a pas fait ce film. Pour le reste, il y a très peu de films qu'il n'ait pas fait, qui aient été... des chefs-d'œuvre du cinéma. Je crois qu'à un moment, on n'osait plus effectivement lui proposer des choses. Et du coup, lui-même suscitait des projets. Il le dit d'ailleurs, mais si j'avais pas fait ces films-là, j'aurais pas tourné. Alors, il tourne beaucoup de ces films-là. Et après, quand il se rend compte qu'il est un peu enfermé dans ce type de rôle et que physiquement, il ne peut plus les jouer, que fait-il? Physiquement, il peut toujours les jouer, mais il y a une chose, vous savez, c'est quelqu'un de très orgueilleux et de très fier, Jean-Paul Belmondo. Et à un moment, il sent qu'on va commencer par dire, on va finir par dire, il se débrouille bien le papy. Donc il arrête complètement les cascades, et là, il va entamer une nouvelle carrière, qui est au théâtre, et il va reprendre son vrai métier, pour reprendre l'expression de son père qui un jour lui avait dit « mais quand est-ce que tu vas faire son vrai métier ?» Le vrai métier,
c'est faire du théâtre. Et là, il va jouer Kean, il va jouer Cyrano. C'est pas n'importe quelle pièce. C'est-à-dire que là, quand on dit il est allé à la facilité, Kean, c'est quand même une pièce qui dure 3 heures, où il est quasiment de toutes les scènes. Cyrano, c'est un des rôles les plus écrasants du répertoire. C'est 3h20 de pièce, qui plus est en alexandrin. Il a toujours une mémoire fantastique, Belmondo. Il lit le scénario une fois et boum, il le connaît par cœur. Ça s'est magnifiquement passé. Mais il a vraiment fait des choses qui étaient difficiles, exigeantes, qu'il réconciliait avec son envie première, qui était celle d'être un acteur de théâtre qui vit par les plans.